Donc, il faut bien comprendre comment sont créées les hypothèses évolutionnistes, parce que c'est toujours des hypothèses. Alors, ce qui est un point clé à comprendre, c'est qu'une hypothèse, elle est vérifiée, on la vérifie, et surtout, on la supprime à partir du moment où on trouve quelque chose qui prouve le contraire. Et donc là, les hypothèses que je vais vous présenter, elles ont été vérifiées, et on n'a jamais trouvé de contre-exemple pour le prouver. Donc, les méthodes pour comprendre et pour faire ces tests, elles sont résumées ici. Donc, on compare différentes espèces, on compare les hommes et les femmes, on compare différents individus au sein d'une même espèce, on compare le même individu à différents moments de sa vie, et enfin, on peut faire des expériences pour mieux comprendre si c'est vrai ou faux. Ensuite, donc, on peut utiliser nos squelettes, on peut utiliser d'autres données issus des sociétés de chasseurs-cueilleurs, par exemple les Acs du Paraguay, ça peut être les Esquimaux, etc. On peut aussi faire des observations, faire des sondages, et enfin étudier l'histoire, etc. Donc ça, c'était pour vérifier. Donc maintenant, une chose à bien prendre en compte pour comprendre nos relations amoureuses, c'est partir du principe qu'on a un cerveau reptilien, et que si on était à l'époque de nos ancêtres, qu'est-ce qui faciliterait notre survie et notre reproduction? Parce que c'était ça principalement ce qui était le plus important. Aujourd'hui, l'espèce humaine, elle a plus de millions d'années d'existence, et notre cerveau, il n'est pas adapté à notre monde d'aujourd'hui. Donc nos ancêtres devaient faire face à des forces de la nature, donc le climat, la température, les maladies, plein de choses comme ça. Et du coup, ils devaient se préparer à affronter ces forces. Et c'était vraiment la survie, leur principal combat. Et c'est pour ça que ça va avoir un impact clé dans le choix de partenaires dans nos relations amoureuses. La survie de l'espèce humaine. Donc, je parle d'un filtre sélectif. On l'a développé. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est dangereux. Par exemple, on sait que si on mange tel fruit, alors on peut tomber malade, tel légume, tel champignon. Et on sait aussi inconsciemment quel nutriment est nécessaire pour notre survie. Par exemple, on sait pas, mais on recherche des aliments qui contiennent du magnésium, du zinc, etc. Et pour illustrer tout ça, le partage de nourriture est aujourd'hui une activité essentielle chez les humains. Et là, je prenais des exemples, par exemple les Kungsan de Botswana qui ont développé des mots comme pour dire qu'ils ont faim, mais pour la viande. Donc voilà. Et un point très très important, parce que je parle de nourriture, mais vous pouvez me dire, mais ça n'a aucun rapport avec les comportements amoureux. Mais la nourriture, elle est liée au statut social d'un homme. Et ça a été prouvé par Hill et Hurtado en 1996, et j'en reviendrai dans la suite de la conférence. Là aussi, je fais un petit aparté sur la théorie de la sénescence. Alors, c'est important pour comprendre aussi l'impact des relations amoureuses sur notre vie au quotidien. C'est que, bon, la théorie de la sénescence, je ne vais pas trop développer, mais ça revient à la question de pourquoi les gens meurent. Et il faut comprendre que la sélection, elle opère plus quand on est jeune que quand on est vieux. En effet, quand on est jeune, ça part du principe que les femmes, elles ont un nombre limité d'ovules. Et du coup, quand elles sont vieilles, la sélection, elle s'en fout finalement qu'elle puisse se reproduire, étant donné qu'elle a déjà produit ses descendants. De plus, la sélection, elle opère plus chez les hommes parce que les femmes, donc, elles ont un niveau limité d'enfants, alors que les hommes, ils peuvent en avoir un nombre incalculable. Enfin, incalculable, c'est pas le terme, mais... et voilà. Donc, il y a une théorie du suicide qui a été mise en avant par Catanzaro. Et si je vous parle de ça, c'est que c'est vraiment important. Ce qui a été mis en évidence par Dallon, Mills et Brown en 1999, c'est que les personnes avec un faible potentiel reproductif, c'est-à-dire qui ont moins de chances de se reproduire, ont beaucoup plus d'envie de se suicider et se voient comme un poids aux yeux des autres. Donc c'est quand même hyper fondamental notre impact sur l'impact des relations amoureuses sur notre vie au quotidien. Donc voilà. Donc maintenant, on en vient au thème clé de la conférence, les stratégies sexuelles des humains. Donc il y a des stratégies sexuelles long terme et des court terme. Donc on va commencer par les femmes et puis par les hommes. Donc il y a différents problèmes adaptatifs que les femmes ont dû faire face durant la préhistoire pour survivre et pour
avoir de plus de chances que notre enfant, survive. Donc, première chose, il faut toujours partir du principe, je répète encore une fois pour ceux qui ont oublié, il faut vraiment partir du principe qu'on est à l'époque de nos ancêtres et on s'intéresse à qu'est-ce qui facilite notre reproduction et notre descendance. Donc, le premier problème, c'est la sélection d'un partenaire capable de s'investir, parce que si notre partenaire ne s'investit pas, eh ben, faut qu'on arrive à... faut que l'enfant puisse survivre. Et si l'enfant ne reçoit pas d'apport du père, eh ben, l'enfant aura moins de chances de survivre. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de la théorie de Trivers sur l'investissement parental. Cette théorie, elle dit quoi concrètement? C'est le sexe qui est le plus vulnérable et celui qui s'investit le plus dans la relation. Et c'est fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes, par exemple, dans l'espèce humaine, étant donné qu'elles sont vulnérables durant les 9 mois de grossesse, elles peuvent moins se mouvoir, elles peuvent moins acquérir des ressources par elles-mêmes, elles sont obligées de dépendre physiquement de l'homme avec qui elles seront. Et c'est pour ça que c'est hyper fondamental pour elles de trouver quelqu'un qui est capable de s'investir, sinon elles pourront pas survivre par elles-mêmes et leur enfant ne pourra pas survivre. Donc c'est pour ça qu'elles ont besoin d'un partenaire qui s'investit. Donc par la suite logique, il y a la volonté de s'investir, qui est capable de la protéger physiquement, elle et son enfant, des prédateurs sexuels, des autres hommes de la tribu, parce que, aussi pour rappel, à l'époque de nos ancêtres, on vivait dans des tribus de 110 à 115 personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez si vous connaissez Yuval Noah Harari, c'est ce qu'il m'a montré dans son livre Homo sapiens. Enfin, quelqu'un qui est capable de bien éduquer ses enfants, parce que si le partenaire n'éduque pas ses enfants, l'enfant aura moins de chances d'acquérir un statut social. Et comme je l'avais dit, je l'ai pas dit, mais je vais le dire, le statut social augmente la chance de reproduction, mais on en reviendra juste après. Un partenaire compatible, un partenaire en bonne santé, bon, tout est lié. Et donc, il y a différentes préférences évolutives qui ont été détaillées juste à votre droite, et c'est à partir de ça qu'on va s'intéresser pour mieux comprendre. Ça, c'est toutes les hypothèses, et c'est comme ça qu'on va vérifier si ces hypothèses sont vraies ou non. Donc, on va les détailler une par une. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Oui, les femmes risquaient beaucoup de choisir un mauvais partenaire. C'est-à-dire que si les femmes choisissaient un mauvais partenaire, alors ça pourrait avoir un impact significatif sur leur reproduction, sur leur descendance. Leurs enfants auraient moins de chances de survie à leur tour. Et puis, même pire, elles pourraient en mourir ou se faire violer par d'autres hommes s'ils choisissaient un mauvais partenaire. Donc, le choix de leur partenaire était fondamental. Donc, l'évolution a favorisé les femmes qui faisaient attention au choix de leur partenaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les femmes mettent une énorme pression sur leur choix de partenaire. Elles ne font pas ça au pif. Elles disent « Ah ouais, celui-ci, il a les caractéristiques nécessaires ». Mais c'est assez complexe parce que si on revient vraiment à l'époque de nos ancêtres, si on était un homme émotionnellement stable mais avare, comment on fait un choix? Est-ce qu'on choisit l'homme qui est stable ou est-ce qu'on choisit l'homme qui est avare? Ensuite, donc, la première préférence des femmes pour les relations long terme, c'est les ressources économiques. Alors pourquoi les ressources économiques sont importantes? Eh bien, tout simplement parce que celui qui fournira des ressources permettra de donner des ressources lors de les périodes de vulnérabilité de la femme. Et donc, les chercheurs ils sont intéressés, ils sont allés vérifier si c'était vrai ou pas. Donc déjà, il y a une première étude de Youssef en 91 qui a été faite. Dans le désert du Sinaï, il a fait une expérience où il a pris des individus, il leur a changé, il a fait varier les ressources économiques de chaque homme de la tribu. Donc celui qui avait le plus de ressources, il est passé à celui qui a le moins de ressources. Et il a comparé l'attirance des femmes auprès de ces hommes-là. Et ce qu'il a constaté, c'est que les femmes étaient toujours attirées par les hommes possédant le plus de ressources économiques, surtout dans les tribus les plus vulnérables. Ensuite, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Ensuite, il y a une deuxième étude de Kendrick et DT et Sadella qui a été faite en 90, où vous pouvez voir le graphe juste à droite. Lorsqu'on demande là c'est un graphe qui vient des États-Unis, donc on demande le minimum pour des relations long terme aux femmes, qu'est-ce qu'elles attendent en pourcentage je reformule. Qu'est-ce que les femmes attendent en pourcentage de gains pour les hommes?
par exemple, si on demande à une femme pour une relation long terme, qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle voudrait que son homme soit au-dessus des 65% les plus riches, ou est-ce qu'elle voudrait qu'elle soit au-dessus des 70, des 80? Et en fait, ce qu'on constate, c'est que plus la relation est long terme, j'ai envie de dire, plus la femme met de l'importance dans la capacité de gain d'un homme. Ensuite, il y a des études multiculturelles de Buss et Abbott qui ont étudié 37 cultures dans le monde entier, que ce soit les cultures occidentales, que ce soit les cultures communistes, que ce soit les cultures des chasseurs-cueilleurs. Ça a été vérifié dans ces 37 cultures que vous pouvez voir sur la map. Et ça va toujours dans le même sens. Et voilà. Donc la première, c'est hyper important de comprendre que les ressources économiques, c'est hyper important. Je me répète. Enfin, la deuxième préférence, c'est pour le statut social. Alors pourquoi le statut social? Imaginez, à l'époque, quand on était dans une tribu, celui qui avait accès au statut avait aussi accès aux ressources. Et donc c'est lié. Et c'est pour ça que les ressources aujourd'hui, elles s'accumulent principalement à ceux qui sont en haut de la hiérarchie. Et donc, il y a eu l'étude de Betsy Gebron en 1986 qui a été menée, où ils ont demandé donc, à 186 sociétés, que ce soit, là j'avais pris 37 cultures, mais là c'est 186, c'est beaucoup plus large, et ils ont constaté, sur ce graphe, que, donc là il y en a 5 qui ont été illustrés, c'est les plus connus, mais ce qu'on peut constater, c'est que les femmes mettent plus de valeur sur le statut social que les hommes, et c'est logique parce qu'elles en ont besoin pour leur survie, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc l'étude sur 37 cultures aussi de Buss en 89. Et ce qu'on peut constater, c'est que les femmes préfèrent un haut statut social, surtout pour un mariage, mais pour les relations court terme, c'est moins le cas. Elles placent beaucoup plus d'importance sur les ressources et le statut social. Ensuite, il y a l'âge. Pourquoi les femmes préfèrent des hommes plus âgés en général? Parce que, en fait, c'est des stéréotypes qu'on peut voir, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et bien en fait, donc, ils ont réalisé des études, notamment Buss en 93. Ils ont fait une expérience et ils ont demandé aux gens quel âge voudraient que leur partenaire ait en fonction de leur âge. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans les différentes cultures, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, mais en fait, ça a été répliqué dans les 37 cultures. Ce qu'ils ont constaté, c'est que les femmes attendaient que les hommes soient, que leur partenaire de mariage soit à peu près de 3 ans plus vieux que elles, tandis que les femmes voulaient qu'elles soient à peu près 7 ans en Zambie, 5 ans en Colombie, 3 ans de moins que leur partenaire donc dans ces pays-là. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des petites questions pour le moment? Ou je continue? Alors peut-être pas une question, mais une intervention par rapport à ce que vous venez de dire. C'est inversement proportionnel au fur et à mesure que les gens sont âgés. Parce que moi je peux vous dire, on gère... Je vais l'expliquer juste après. Une agence de rencontre, et je peux vous dire que les femmes, plus elles sont âgées, moins elles veulent rencontrer des hommes vieux. Je vais préciser ce phénomène, mais vous allez voir que c'est important de comparer relations court terme et long terme. Parce qu'on va revenir là-dessus. Oui. Oui, vas-y. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont plus récentes aussi, qui vont arriver par la suite. Oui. Quand vous dites stable et avare, le contraire c'est instable et généreux. Exactement. Oui, je me suis peut-être un peu trompé dans les mots. Voilà. Je suis attiré par des instables généreux que par des stables. Bon. Ok. Du coup, je vais continuer. Il y a une préférence aussi pour l'ambition et l'assiduité. Donc ça a été mis en avant par Jenks en 79, Buss en 96, Willerman. Donc bref, ça a été des différentes études. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les femmes préféraient des hommes qui travaillaient dur. Et donc une deuxième étude en 55 a été mise où ils ont pris 5000 femmes étudiantes aux États-Unis et leur ont demandé si elles valorisaient
oui ou non, l'assiduité et l'ambition chez un homme. Et en fait, ce fut le cas. Elle mettait même une note de 2,85 sur 3, donc une note entre 0 et 3, ce qui est une note très très importante. Et une dernière étude de Betsy 89, où ils ont demandé à un grand nombre de participantes femmes si, lorsque leur partenaire homme perdait l'ambition, devenait paresseux ou arrêtait de travailler, est-ce que ça changerait leur attirance envers elle ou non, enfin envers lui ou non? Et en fait, oui, complètement. Les femmes perdaient toute attirance si l'homme arrêtait du jour au lendemain d'avoir de l'ambition. Enfin, une préférence pour la fiabilité et la stabilité. Donc évidemment, comme je l'avais dit tout à l'heure, être fiable et stable permet de s'assurer que l'enfant sera bien accompagné durant son enfance. Les parents seront là pour prendre soin des besoins de l'enfant, pour l'éduquer, pour qu'il gagne aussi en statut social, parce qu'on avait dit que le statut social était important. Donc sur les 37 cultures, il y en a 21 sur 37 où les femmes, où les deux sexes c'est autant important, et dans les autres cultures, c'est les femmes qui mettent plus de valeur sur la stabilité et la fiabilité. Enfin, une dernière étude de Shackelford et Buss en 1997, où ils ont montré que ceux qui ne sont pas stables avaient aussi plus tendance à rentrer dans des relations extra-conjugales, et donc ils auront tendance à être moins présents pour leur partenaire sur le long terme. Là, vous parlez des hommes. Oui, toujours des hommes, toujours. Donc, il y a ici une préférence pour un corps athlétique. Donc ça revient directement à la pensée de survie, de se protéger face aux agresseurs extérieurs, aux prédateurs sexuels, etc. Donc, tout d'abord, une étude sur la taille qui a été mise en avant, c'est-à-dire que les individus, si on demande à des femmes quelle taille minimale elles attendraient de la part d'un homme, elles vont vous dire, par exemple, 1m65, 1m70. Déjà, ça veut dire qu'il y a une taille minimale, c'est-à-dire que si l'homme est en dessous, il sera déjà rayé de la liste. Par contre, si elles disent, par exemple, 1m70 en taille minimale, ça ne veut pas dire qu'elles vont se mettre forcément avec un homme de 1m70, elles vont vouloir quand même préférer un homme plus grand. Donc déjà, c'est un premier critère, la taille. Ensuite, la musculature. Les femmes au Sri Lanka ont mis en évidence qu'elles préféraient des hommes musclés, mais un peu maigres. Et enfin, l'étude de Hughes en 2003, les femmes préfèrent une musculature en V, les épaules larges, un torse musclé, etc. Donc, ça fait référence toujours au fait de pouvoir protéger son partenaire durant sa période de vulnérabilité des 9 mois. Donc une bonne santé aussi est attractive. Pourquoi la bonne santé ? Parce que si le père transmet ses gènes à son enfant aura plus tendance à être en bonne santé et donc à avoir plus de chances de se reproduire aussi à son tour, etc. Et l'attractivité aussi, parce que l'attractivité est liée à un bon développement durant l'enfance. En effet, aujourd'hui, les chercheurs s'accordent pour dire que l'attractivité est très liée à la symétrie bilatérale de notre corps. C'est-à-dire, est-ce qu'on est symétrique entre, par exemple, notre main gauche, nos phalanges de la main gauche et notre phalange de la main droite? Est-ce qu'il y a des écarts en termes de centimètres? Est-ce qu'il y a des écarts en termes de nos pieds? Si on a des asymétries, ça veut dire qu'on n'a pas su réagir aux événements extérieurs. Et donc, il y a différentes études qui ont été mises en évidence que la santé, donc c'est hyper important, et la symétrie du corps. Donc, je vais vous en donner une petite expérience intéressante. On a demandé à des femmes de sentir des t-shirts portés par différents hommes. Ces hommes devaient porter les t-shirts pendant 2 jours, sans fumer, sans prendre d'oignons, sans prendre d'ail, etc., sans prendre d'odeur, de trucs qui peuvent faire changer leur odeur. Et ils leur ont demandé, du coup, de dire quel était le t-shirt, selon elles, le plus attirant. Et ce qui a été montré par cette étude est incroyable, c'est qu'elles ont préféré toutes les mêmes t-shirts. C'est les t-shirts des hommes qui présentaient les plus hauts taux de symétrie. Donc les chercheurs ils avaient mesuré, donc, comme je vous l'avais dit, les phalanges, les tailles des pieds, la position du nez, etc. Et c'est vraiment incroyable de préférer la symétrie. Et enfin, j'ai mis la testostérone aussi parce que alors dans l'attractivité d'un homme, la testostérone est liée à son attractivité. En effet, un enfant qui passe à l'adolescence et qui rentre en période de puberté,
plus il a de la testostérone, plus il va avoir un dimorphisme sexuel. Alors dimorphisme sexuel, ça veut dire, c'est ce qui différencie les hommes et les femmes. Par exemple, un homme, il a de la barbe, ça fait partie du dimorphisme sexuel, alors qu'une femme n'en a pas. Une femme aura des seins, et ben ça fait partie du dimorphisme sexuel féminin. Donc tout ce qui différencie fondamentalement les hommes des femmes sera jugé attirant, et c'est lié à notre testostérone en tant qu'homme dans notre développement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la testostérone est liée aussi à une réduction des défenses immunitaires. Donc les individus qui pouvaient privilégier un développement durant leur enfance et donc avoir plus de testostérone pour avoir plus de faciès masculins sur leur visage étaient considérés comme étant plus attirants auprès des femmes. Enfin, une préférence pour un homme amoureux et engagé sur une relation long terme, c'est évident, l'homme amoureux et engagé aura plus de chances de fournir des ressources sur le long terme à sa partenaire. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, ça revient vraiment à la mode ces derniers temps, que l'amour est une création occidentale, mais c'est faux, en fait, ça a été vérifié dans beaucoup de cultures, c'est chimique, il y a différentes hormones qui ont été mises en évidence lorsqu'on est amoureux. Donc ça a été réalisé sur les Zoulous d'Afrique, les Esquimaux d'Alaska, etc. Lorsqu'on demande à des femmes si l'amour et l'engagement est important pour elles, elles le mettent en haut, dans la première de la liste, parmi 17 autres caractéristiques. Et c'est vraiment une place majeure, c'est 2,87 sur 3 pour les femmes et 2,81 pour les hommes sur 3. Il faut que les personnes soient engagées, amoureuses sur une relation long terme, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et au-delà de ça, quand on est amoureux, ça développe de la dopamine. Notre hormone, notre cerveau nous dit « Ah, c'est super, quand on est amoureux, on est excité, on a de la motivation, on a envie de retrouver son partenaire, c'est parce que ça nous motive. » Notre cerveau nous a dit « Si on est amoureux, eh ben, on a plus de chances de survivre et donc on va développer de la dopamine. » C'est comme ça que ça s'est fait. Il y a une sélection, une pression récurrente au fil des années, au fur et à mesure des générations, qui a fait que la dopamine s'est créée à partir du moment où on tombait amoureux. Donc ensuite, une préférence pour les hommes qui ont une volonté de s'investir dans les enfants. Bon, c'est évident, hein. Ceux qui ne s'investissent pas dans les enfants, ben, ils ne seront pas présents pour le développement de l'enfant. Et l'enfant, il aura moins de chances d'atteindre un haut statut social à son tour, de se débrouiller par lui-même, d'apprendre à faire face à ses environnements extérieurs, de manier les outils, etc. Et donc, il y a une expérience de Peggy Lacera qui a été menée en 1994 et elle a été répétée en 2006, où ils ont demandé à des femmes de juger, parmi des photos, on leur présentait des photos et ils ont demandé à des femmes de juger si l'homme avec qu'ils voyaient sur les photos était attirant ou non. Et ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que sur les photos, l'homme il montrait peu d'attention à l'enfant, les femmes les jugeaient pas du tout attirant, quoi. À chaque fois que on voyait que l'homme s'investissait dans l'enfant, la femme trouvait ça attirant pour une relation long terme. Donc c'est quand même hyper important de voir que finalement ça joue encore aujourd'hui. Oui. Dans cette expérience de Peggy Lacera, les femmes trouvaient l'homme beaucoup plus attirant s'il investissait la photo de l'enfant, malgré ses caractéristiques physiques. Oui. Oui. On leur demandait juste de juger Il n'y avait pas une corrélation avec la beauté, etc. caractéristique physique de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez dire par caractéristique? C'est-à-dire enlevé, musclé, assez... Non. Là, on a juste demandé sur l'investissement long terme. Ensuite, il y a une deuxième expérience qui a été menée donc, en 2006. Et là, cette expérience... Elle est très intéressante. On a demandé donc, toujours à des femmes de vérifier, de déterminer si les partenaires hommes avec qui elles étaient attirants ou non. Et on a demandé après, à côté, si les hommes se sentaient investis dans les enfants naturellement ou non. Donc ils ont fait des sondages d'un côté, et ils ont demandé aux hommes s'ils aimaient les enfants ou non, et à côté ils ont demandé aux femmes de juger leur attirance. Et
ce qui est fou, c'est que les deux trucs ont été faits séparément, et ce qu'on constate, c'est que les femmes préfèrent, dans les deux cas, les hommes qui s'investissent dans les enfants. Et ça, c'est quand même assez fou, quand même, je trouve. Donc après, il y a une préférence pour les hommes qui ont de l'humour, qui évitent l'inceste et qui a une voix grave. Alors, je sais qu'inceste, ça peut vous faire rire, mais à l'époque de nos ancêtres, ce n'était pas forcément le cas. On était dans des petites tribus, et il faut savoir que lorsqu'il y avait de l'inceste, les enfants avaient beaucoup moins de chances de survivre parce qu'ils développaient plus de maladies, il y avait une moins bonne réplication des gènes, etc. Et donc, ceux qui pratiquaient l'inceste avaient, sur le long terme, vu qu'il y avait eu un processus sélectif qui s'est répété sur le long terme, et ben, les femmes ont préféré petit à petit les hommes qui évitaient l'inceste. Donc, ça a été mis en avant par Fessler en 2004. Donc, de l'humour. Pourquoi de l'humour? Parce que ceux qui ont de l'humour, ils ont plus tendance à comprendre les interactions sociales dans lesquelles ils font partie. Donc, comment atteindre les hauts statuts sociaux, à mieux comprendre est-ce que cette personne-là est dangereuse ou non, est-ce que cette personne-là va me voler quelque chose, etc. Et la voix grave, c'est lié à la testostérone qui est liée à l'attractivité, etc. À la beauté du corps.